Première question là sur cette Renault Scénic, donc ça préfigure un modèle 100% électrique. On a eu une voiture adaptée au long voyage en famille. Du coup, vous y croyez à l'électrique pour les longs voyages? Il faut qu'on y croit parce que c'est une utilisation qui n'est pas toujours si fréquente que ça, mais ça devient la condition pour les gens pour rentrer dans le marché de l'électrique s'ils ont conscience qu'ils peuvent utiliser les voitures comme ils utilisent leurs voitures aujourd'hui. Mais vous pensez que l'électrique peut répondre à des longs trajets sur autoroute de 500 km? Je pense que, 500 km, je pense que ça pourra se faire plutôt rapidement. Tu as un travail d'évolution de la technologie des batteries, de densité énergétique, etc., qui est en train de se faire. Et ça va arriver plutôt vite. Et disons que les batteries, en fait, elles améliorent 8-10% par an. D'autonomie? Oui, en termes d'autonomie, en termes de technologie. Donc il faut imaginer qu'à l'horizon 2030, on pourra doubler la capacité des batteries en termes d'énergie par rapport à aujourd'hui, même avec d'autres technologies. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as une autonomie nominale à certaines voitures qui affichent 500-600 km, peut-être réel qui est moins que ça, peut-être 400 quelques. Mais quand tu doubles ça, après tu viens dans une autonomie. Il y a aussi le thème du temps de recharge. Donc vous êtes confiant par rapport à l'autonomie pour les longs trajets? Je pense que ça va, mais c'est un challenge. C'est un challenge pour les ingénieurs, pour toute l'industrie, pour toute la filière. Je pense que c'est faisable. Moi personnellement, je crois qu'il faut aussi faire attention à ne pas exagérer avec la taille des batteries. Parce que si on veut faire quelque chose d'un point de vue écologique et logique, je pense qu'on ne peut pas s'obsessionner ou ajouter des kilowatts installés à l'infini, parce que sinon on fait un truc d'un point de vue de bilan écologique ne sert à rien. Donc c'est une combinaison entre ce qu'on va mettre, ceux qui vont gagner vont être ceux qui seront capables de mettre le moins de batteries possible pour fournir le même service aux clients, et on va aussi compter sur le développement des infrastructures. Plus d'infrastructures seront disponibles, plus les gens vont s'habituer, comme on fait avec le téléphone, à charger une fois et puis à y aller, et puis de temps en temps amener une solution pour pouvoir brancher le téléphone pendant la journée si on l'a trop utilisé. Est-ce que le passage à des voitures électriques, c'est le plus grand défi dans votre industrie depuis le début de votre carrière? Ouais, en fait, c'est une combinaison. Je pense qu'il y a un truc qui ne nous manque pas en ce moment, c'est les défis dans le monde de l'automobile. Moi, ça fait maintenant 30 ans que je travaille dans le secteur. Je pensais que j'allais m'ennuyer, mais depuis 3, 4, 5 ans après, j'ai évidemment le thème de Renault qui est un thème assez intéressant à détricoter. Mais là, vous êtes dans une révolution industrielle. Oui, je pense. Ouais, parce qu'il n'y a pas que l'électrique, parce qu'il y a d'autres solutions. Moi, je considère qu'il faut toujours respecter le principe de neutralité technologique, c'est-à-dire laisser aux ingénieurs l'espace pour développer leurs idées. Et donc, mais c'est vrai que la grande obsession aussi politique, c'est pour la voiture électrique. Mais vous pensez qu'on y va trop vite vers la voiture électrique, vous? Dans certains domaines, je pense qu'il y a un risque. C'est-à-dire, moi, dans mon job, ce que je dois faire, c'est la volonté du régulateur et de la société. Il faut que je mette mon entreprise dans les conditions de pouvoir y aller complètement. Mais on se laisse aussi des portes ouvertes si jamais ça allait plus lent. Donc ça, c'est aussi important. Donc il faut que je construise des alternatives stratégiques. Mais chez Renault, on est très clair sur ça. Aussi parce qu'on a commencé très tôt. C'est-à-dire, on sait faire. Ça, c'est une chose. Ah oui, mais on sait faire. Je vous pose une question sur votre passé, mais sur l'avenir. Avec la R5, on a l'impression que vous voulez peut-être faire le coup de la Fiat 500. Voilà, tout le monde vous le dit sans doute, mais est-ce que c'est l'objectif, c'est le modèle ou pas? Je veux dire, c'est un peu dangereux de se répéter dans les trucs. Donc, mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivé chez Renault, j'avais vu un petit concept qui était un peu différent en taille de ce qu'on a vu récemment avec le concept qu'on a révélé. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur. Et je me suis dit… pour la R5. Oui, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, c'est la voiture qui peut, après une période de crise,
rebranché avec l'héritage et le bon souvenir de Renault. Donc c'est une reconnexion comment dire, à l'époque où Renault était vraiment très novatrice et très forte. Mais vous voyez là, cette voiture-là, elle n'a rien à voir avec aucune voiture qu'on a fait récemment. Donc justement, il y a ça, et puis il y a l'autre, la projection dans le futur. Est-ce que vous pensez que le style des anciennes Renault jusque-là, c'était pas terrible? Bah, je pense qu'il y avait des produits qui étaient bien et d'autres qui n'étaient pas terribles. Donc vous voyez très bien que c'est pour ça qu'on a avec Laurens van den Acker on a créé une nouvelle équipe, et aussi pour donner un style différent, toujours dans la lignée de notre tradition. Et vous voyez que là, cette voiture-là, elle est très fidèle en design extérieur. À ce qu'elle sera vraiment en 2024. Elle est très fidèle. Vous m'avez parlé de l'équipe, une question là-dessus. On a vu, on a l'impression que vous êtes allé chercher les meilleurs ailleurs. Luc Julia qui était chez Samsung, Luciano Biondo pour les usines, Gilles Vidal chez Peugeot. C'était ça votre stratégie aussi, d'aller chercher les meilleurs ailleurs? Ben nous, on a fait, je vais vous donner les chiffres, je veux dire, on a intégré au top niveau 35 personnes de l'extérieur, mais on a aussi promu et changé de job au top niveau à 250 personnes qui étaient de Renault. Donc c'est ça la proportion. Je pense que mettre du 109, ça aide. Mais la priorité a été la promotion du travail et des gens qui étaient en interne. Mais c'est bien de changer, c'est bien d'avoir des gens, même moi, hein, j'arrive avec, même si j'étais un ancien Renault parce que j'ai commencé il y a 30 ans chez Renault, donc je me sentais très proche de la boîte. Et c'est vrai, après le tour du monde de l'automobile, j'arrive avec une perspective différente, surtout quand tu dois changer, surtout dans une phase de discontinuité. Est-ce que la transformation de Renault aujourd'hui, nous, ça nous rappelle un peu la transformation de Peugeot en 2014. Est-ce que Carlos Tavares, ça peut être un modèle par rapport à ça pour vous? Et je pense que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail que les collègues de Stellantis avant PSA ont fait à partir de son arrivée en 2014. Donc on a bien regardé ce qu'ils avaient fait dans certains domaines et on s'est inspiré beaucoup de ce qu'ils font, et on continue de les regarder avec admiration et respect. C'est important, je crois, aussi pour avoir une espèce d'humilité dans la démarche opérationnelle et stratégique. Mais après, on sait très bien que Renault, c'est un animal différent, une marque différente. Ça doit l'être, parce que sinon, ça n'a pas la peine d'en avoir. Il faudrait avoir une marque dans le monde de l'automobile seulement. Donc, on est là pour nourrir ce que Renault a été, c'est-à-dire une marque populaire, une marque des fois sur certaines solutions un peu décalées, novatrice, créative. Dernière question sur les usines et sur le reste de la transformation de Renault. Vous pensez que vous avez fait quelle part du chemin et qu'il reste combien à faire? Et est-ce que la situation en Russie, ça handicape cette transformation? Je pense qu'on a le plan Renault Russie était en 3 phases. Il y avait une phase de résurrection, une phase de rénovation qui était liée aux nouveaux produits qui arrivent, une de révolution après 2025 où on s'imagine un modèle de business différent, etc. Sur la première partie, on n'a pas eu pas seulement le thème de la Russie, mais d'autres thèmes qu'on voit, on serait déjà sorti parce que les résultats de 21, c'est des bons résultats. On a eu un rebond assez spectaculaire. Et maintenant, on lutte contre les semi-conducteurs qui n'arrivent pas, les crises à droite à gauche, etc. C'est quoi le plus difficile en ce moment? Je pense que c'est de gérer l'inflation pour ne pas faire exploser les coûts. C'est le thème d'avoir de l'approvisionnement dans un monde qui se sépare, qui ne marche plus comme il marchait avant. Et tout le thème qu'on a, mais je pense qu'on va y arriver. Je pense que, je ne peux pas dire que c'est bien parti, mais je pense qu'on va y arriver. Donc on va sortir rapidement de phase 1. On est complètement la partie de rénovation. Tous les nouveaux produits de Renault vont être des très bons produits. Ouais, dans les temps et avec les coûts et les performances qu'on demande. Donc je pense que Renault n'a jamais eu une gamme si forte comme on l'aura à partir de maintenant jusqu'à 2025-26. Ça, j'en suis sûr. Dernière chose, la Russie, en résumé, à quel point c'est dur et ça change vos plans ou pas par rapport à la transformation rapide que vous souhaitez? Non, pas nécessairement. C'est clair que c'était des décisions difficiles à prendre, mais elle était nécessaire parce qu'on n'était simplement pas capable d'opérer un constructeur automobile dans ces conditions-là.
C'est aussi simple que ça. Donc, et on imagine que malheureusement, j'espère que d'un point de vue géopolitique, les choses se calment, d'un point de vue économique, on attend, notre hypothèse, que ça va durer beaucoup de temps. Et donc, j'avais aussi besoin de trouver une solution pour les 45 000 personnes qui ont travaillé pour nous pendant longtemps. Et à ces conditions-là, avec le cash qui ne peut pas rentrer techniquement et les cash que tu brûles là, on allait vers la faillite technique des entreprises. Ça aurait été un autre scénario. Donc je pense c'était la meilleure décision à prendre. C'est pas quelque chose qui nous rend heureux, tout le contexte, mais bon, compte tenu des situations qui sont en train de se passer dans le monde, je pense que la sortie de Renault de Russie pendant un moment, c'est pas finalement le truc le plus grave qu'on voit dans le monde. Donc on a une option pour pouvoir rentrer quand nous on veut à nos conditions. Je pense que ça nous donne une flexibilité, une agilité stratégique pour faire les choses et on se concentre sur le reste. Et on a des opportunités pour développer un business dans d'autres marchés. On a l'alliance à faire évoluer. On a nos projets de réingénierie de l'organisation de Renault. Je peux vous assurer. Vous avez encore beaucoup de travail. On a beaucoup de travail. Merci. Merci à vous.